Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'opérations secrètes ont été imaginées. Cette opération secrète est une opération imaginée par les Américains qui voulaient absolument ouvrir un second front dans le nord de la France. Je vais vous faire découvrir l'opération Roundup. Depuis le 7 décembre 1941, suite à l'attaque japonaise de Pearl Harbor, les Américains entrent sur la scène de la guerre. Plus optimistes que leurs alliés britanniques, les Américains veulent envahir au plus vite le nord de la France. Ils vont répéter leurs souhaits tout au long du printemps et de l'été de l'année 1942. C'est à ce moment-là que l'opération Sledgehammer est discutée, dont le but est d'ouvrir un second front en Europe occidentale. Dans les archives, nous pouvons retrouver le compte-rendu des réunions d'état-major alliés et du cabinet de guerre britannique établi au début de l'année 1942 pour envisager les différentes opérations durant cette même année. En voici quelques lignes. Le chef des opérations combinées a également soumis une note dans laquelle il montre qu'une opération combinée d'entraînement des unités britanniques non employées pour Sledgehammer et des unités américaines arrivées dans ce pays aboutira à une paralysie immédiate aussitôt que commencera la préparation de Sledgehammer. La conséquence de cette situation sera de retarder le plan Roundup de 2 ou 3 mois. Il est vrai qu'il y a certains avantages à préparer Sledgehammer, même s'il est peu probable que l'opération soit réellement lancée. D'abord, nos préparatifs forceront les Allemands à se poser des questions. Cela ne les obligera sans doute pas à enlever des troupes à l'Est, mais ils ne dégarniront pas le front Ouest, en particulier de leur aviation. Par ailleurs, la préparation de Sledgehammer constituera un entraînement utile pour Roundup, notamment pour les officiers et les états-majors. Les Britanniques sont farouchement opposés à ce plan qui est proposé par les Américains et proposent un plan alternatif. Mais ce plan prévoit lui aussi un débarquement de grande ampleur et l'établissement d'une tête de pont dans le nord de la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les Américains insistent-ils tant pour un débarquement à grande échelle dans le nord de la France ? La première préoccupation des Américains est de faire comme s'ils préparaient quelque chose. Joseph Staline, le dictateur soviétique, insiste énormément sur l'ouverture d'un second front. Le général Eisenhower dira à ce sujet : Le président Roosevelt avait expressément demandé au chef d'état-major de lancer à tout prix une offensive sur le continent en 1942. Tout au long des années 1942-1943, les alliés occidentaux doivent absolument annoncer des plans offensifs pour calmer les exigences de Staline. Mais les chefs d'état-major remarquent que les consignes du président Roosevelt sont vagues et donc ils sont obligés de revoir leurs plans. Selon le général Eisenhower, les chefs militaires ont été priés par le président de réfléchir à des stratégies possibles pour pouvoir les mener à partir de la seconde moitié de 1942. 3 options sont donc retenues. La première vise au renforcement direct des forces britanniques au Moyen-Orient par la route du Cap de Bonne-Espérance, en vue de détruire l'Africa Corps conduit par le général Erwin Rommel, et de prendre ensuite le contrôle de la Méditerranée centrale. La deuxième consiste à préparer des forces amphibies pour conquérir l'Afrique du Nord puis pousser à l'Est afin de prendre l'Africa Corps en étau et ouvrir finalement la Méditerranée aux forces des nations alliées. La troisième vise à entreprendre une opération limitée sur la côte nord-ouest de la France, avec une force relativement réduite, mais pouvant occuper une zone défendable face aux forces allemandes et qui pourrait ensuite constituer une tête de pont pour une offensive de très grande ampleur. Dans les archives secrètes, nous pouvons retrouver une lettre du général Dwight D. Eisenhower datant du 30 octobre 1942, adressée au général Ismay à propos de l'opération Roundup.
Il faudrait procéder à une étude exhaustive par les chefs de l'état-major combiné de la situation stratégique mondiale afin de déterminer si la conception de Roundup doit être complètement abandonnée ou si elle doit être poursuivie et développée ambitieusement avec l'objectif d'une date appropriée, le cas échéant au printemps 1944. Si la décision est prise de continuer Roundup, la question de la méthode la plus appropriée pour respecter ce calendrier devient de la plus haute importance. Je préconise qu'un plan d'ensemble soit établi par les comités stratégiques combinés. Il devra donner les grandes lignes concernant notamment la zone générale de l'attaque, l'allocation des forces et des ressources, la chronologie approximative et les principaux objectifs. La Grande-Bretagne souhaite rester prudente. C'est pour le moins assez compréhensible. Elle a déjà réussi à évacuer ses troupes in extremis à Dunkerque en mai-juin 1940 lors de l'opération Dynamo. Elle a réussi à éloigner les meilleurs pilotes de la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre. Et maintenant, elle doit faire face aux bombardements allemands qui se déroulent pratiquement toutes les nuits. Plus personne ne croit que les Few, les jeunes pilotes de la RAF, puissent recommencer leur exploit de 1940 sans l'aide d'une grande puissance extérieure. Donc, la Grande-Bretagne rejette l'idée d'envahir le nord de la France, en premier lieu en raison des moyens logistiques et militaires. Par ailleurs, Hitler a fait la même chose de son côté. Après avoir perdu sa carte anglaise, il s'est tourné vers une autre direction. Les Britanniques sont réservés sur la réussite de l'opération Sledgehammer et rejettent l'opération américaine Roundup. Roundup est très proche de l'opération précédente dans sa conception, mais à la différence de cette dernière, elle prend en compte la prudence anglaise et ne doit être appliquée qu'après une longue phase de préparation de près de 12 mois. La stratégie britannique est fondée sur la conviction de l'Axe doit être attaqué par ce que Winston Churchill appelle le ventre mou de l'Europe, l'Afrique du Nord et la Méditerranée. Le Premier ministre anglais poursuit son idée. L'opération Gymnast, renommée plus tard Opération Torche, est lancée en novembre 1942. Cette opération est le début du plan de Churchill, une grande campagne en Afrique du Nord, puis l'invasion de la Sicile, de l'Italie, jusqu'au cœur de l'Allemagne. Plutôt que de parler en termes d'attaque frontale, Churchill préfère employer les termes d'encerclement ou de nœud coulant, placés par les Alliés autour du cou allemand et qui se resserreraient progressivement dans les mois à venir. Malgré l'incertitude, Churchill croit dur comme fer à une victoire dans la bataille de l'Atlantique, pour sécuriser les voies aériennes et maritimes en Méditerranée, tout cela devant conduire à une lente mais inexorable victoire finale. Un mémorandum établi le 24 octobre 1942 par le Premier ministre britannique Winston Churchill présente très clairement sa politique de guerre. Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre, alors que le Japon nous agressait, ont ouvert une phase entièrement nouvelle du conflit. À Washington, entouré de conseillers de haut niveau, j'ai étudié les opérations futures avec le président Roosevelt. Nous sommes tombés d'accord pour considérer la chute de Hitler comme l'objectif premier. Dans le même temps, le Japon devra être contenu jusqu'à ce que la défaite de l'Allemagne et de l'Italie nous permette d'orienter toutes nos forces vers l'archipel nippon. Lors de mon retour en Angleterre, nos études complémentaires nous ont convaincus que Sledgehammer n'avait aucune chance de succès. Le général Marshall et l'amiral King sont venus à Londres à notre invitation vers la fin juillet. Nous les avons tous dissuadés de poursuivre l'opération Sledgehammer en 1942, à propos de laquelle ils commençaient à avoir des doutes, tout en soutenant la nécessité de poursuivre l'entraînement sur une large échelle pour Roundup. Depuis, les préparatifs n'ont pas cessé en vue de Gymnast, prélude à Roundup, mais à une date plus lointaine qu'avril 1943. En résumé, notre politique demeure inchangée. L'Allemagne est l'objectif principal et le Japon doit être contenu. Nos tâches sont les suivantes: préserver le Royaume-Uni et nos communications. Lead-Fu et Torche et leur exploitation. Boléro pour un Roundup retardé mais toujours essentiel. Le bombardement résolu de l'Allemagne, plus quelques incursions à faire dans le courant de l'année prochaine pour écraser la menace des U-boats. Ravitaillement de la Russie par la voie arctique, avec la possibilité éventuelle de Jupiter toujours à l'esprit, à condition que les Russes y contribuent massivement. Rassemblement des forces aériennes et terrestres au sud de la Turquie et de la Caspienne, en vue soit de renforcer le flanc sud de la Russie et ou d'influencer la Turquie, soit, si les choses tournent mal, de défendre l'Iran, la Syrie, l'Irak et la Palestine. Préparation d'une attaque sur les communications japonaises passant par la voie birmane par la reconquête de la Birmanie.
Il reste nombre de questions mineures mais encore importantes qui devraient être abordées dans un panorama complet. Mais ce qui est évoqué ici est certainement suffisant. Voilà les objectifs de Winston Churchill. Son chef d'état-major général, le général Alan Brooke, affiche sa prudence, voire sa crainte, que sous-entend toute stratégie d'affrontement direct en Europe. Il redoute par-dessus tout un retour prématuré et perdant sur le continent. Sir Arthur Bryant, un historien, déclare à son biographe: J'étais convaincu que le moment d'ouvrir un second front à l'ouest n'était pas encore venu et qu'il n'interviendrait pas en 1943. Je savais qu'il ne fallait pas dévier de ma politique initiale. Commencer par la conquête de l'Afrique du Nord afin de rouvrir la Méditerranée, rétablir un trafic d'1 million de tonnes en évitant la route du Cap de Bonne-Espérance, éliminer ensuite l'Italie, rallier la Turquie, menacer l'Europe du Sud, et ensuite libérer la France. Même si la libération de la France est mentionnée, elle n'intervient qu'en fin de processus. Les Britanniques ne sont pas tellement pressés d'envoyer les troupes de l'autre côté de la Manche. Ensuite, avec le recul, cette politique est jugée comme la bonne et Churchill avait raison de la défendre. Cependant, dans le contexte des années 1940, ses contemporains étaient fondés à défendre une toute autre stratégie issue de l'expérience de la guerre précédente. En tant que Premier ministre lors de l'Amirauté en 1914-1915, Churchill avait été l'initiateur de la désastreuse campagne des Dardanelles. L'attaque de revers menée contre l'Allemagne et les puissances centrales en débarquant sur le territoire de leur allié ottoman s'était soldée par le carnage de Gallipoli. L'intérêt d'une approche indirecte ne semblait donc rien moins qu'évidente. Les Américains, pour leur part, penchent toujours pour une politique d'approche directe. Leur politique, c'est Berlin ou rien. Et cela doit être fait le plus tôt possible. On peut aujourd'hui justifier cette option en soulignant que c'est bien le débarquement en Normandie de 1944 qui mènera à la victoire finale. On peut toutefois se demander aussi quel en aurait été le résultat si elle avait été déclenchée 1 an plus tôt. Cela aurait pu conduire à un échec catastrophique. Le débarquement du 6 juin 1944, conçu comme le plus grand débarquement militaire de l'histoire, n'aboutit au succès que très difficilement. En 1943, les Allemands disposent de 6 divisions d'infanterie plus 1 division de chars, sans parler des renforts disponibles, prêts à accueillir les envahisseurs. Autrement dit, le succès ne supposait pas seulement un débarquement difficile et meurtrier, mais aussi une victoire contre les forces considérables qui leur étaient opposées, avant même de penser à une avance vers l'Allemagne. Et en 1943, malgré la victoire dans la bataille d'Angleterre, les Alliés à l'Ouest n'avaient pas encore atteint le degré de supériorité sur lequel, 1 an plus tard, ils allaient pouvoir s'appuyer. Cette polémique relève d'Eisenhower qui rappellera par la suite. En 1943, l'approche directe n'était plus à l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'alternative au profond pessimisme britannique. À ce moment-là, aucune autre stratégie ne semblait faisable. Les débats avaient été longs et approfondis. Les Américains ne pouvaient alors chasser de leur esprit une profonde suspicion à l'égard des Britanniques qui considéraient avec beaucoup de réserve la possibilité de jamais mener une invasion majeure de l'Europe du Nord. Jamais a toujours été un grand mot. Le débarquement a finalement pu avoir lieu, et entre-temps, l'équilibre des forces était devenu définitivement favorable aux Alliés. Et comme les Américains payaient l'addition, ils imposèrent leur stratégie offensive. Il est certain pourtant que les Britanniques restèrent longtemps réticents. Ainsi, en octobre 1943, Alan Brooke reçoit de nouvelles notes de Churchill qui lui conseillent de réorienter la stratégie vers la Méditerranée aux dépens de la Manche. Il estime que les préparatifs de l'opération Overlord ne sont qu'un os à ronger concédé aux Américains et qui détournent fâcheusement l'énergie du véritable objectif. Le ventre mou qui doit mettre les Balkans à feu et à sang, puis mener à la victoire finale en 1943. 2 stratégies âprement discutées, mais chacune justifiée par les arguments sérieux. Ces choix difficiles à prendre rendent toute guerre difficile à gagner.